Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, soyez les bienvenus dans cette nouvelle rencontre. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de vous recevoir virtuellement pour une nouvelle entretien un peu spécial cette fois-ci parce que nous avons l'immense plaisir de recevoir notre cher ami, le réalisateur Roland Murier, pour parler, pour comprendre aussi ce film qui vient de sortir, Yalla Ghaz. Merci beaucoup, Ronan Nuri, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup. Yalla Ghaz, quelle idée, quel contexte, quel message et quel défi aussi, parce que traiter Gaza comme un sujet, c'est risqué, c'est trop risqué, puisque depuis 17 ans, Gaza est sous blocus. Depuis 17 ans, on traite Gaza au niveau international avec immunisation des Gazaouis, avec mépris, avec indifférence. Euh, Comment vous avez, comment vous avez l'idée de faire ce film sur Gaza? En fait, j'avais fait un film précédent qui s'appelle Le char et l'olivier, une autre histoire de la Palestine, qui était un film plus généraliste pour tenter de proposer des clés de compréhension sur ce que les médias appellent le conflit israélo-palestinien. Je ne trouve que c'est pas juste, puisqu'on est dans une situation d'occupation de la terre, on n'est pas dans un conflit, on est dans une guerre coloniale. Donc, j'avais parlé de Gaza dans ce film précédent qui est sorti fin 2019. J'avais parlé de Gaza à la fin, mais d'une façon assez courte. Et j'avais été finalement, avec le recul, frustré. Et j'ai voulu parler de ce territoire palestinien qu'on appelle la bande de Gaza, qui est un territoire à part entière de la Palestine, ouais, des territoires palestiniens. Sauf que, évidemment, j'avais pas prévu ce qui allait arriver le 7 octobre. Faut comprendre que Yala Gaza a été tourné entre 2021 et 2022. Et notamment, les séquences à Gaza ont été tournées entre mars et juin 2021. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, j'ai bien conscience, et je ne suis pas naïf, que ça donne un autre relief à ce film. Pour preuve, les nombreux débats que j'anime, j'en suis à 70 ou 75 débats depuis les sorties. Il y a une émotion incroyable. Hier soir, j'étais dans la banlieue de Grenoble, à Échirolles, il y avait des gens en larmes, le public était debout, et moi-même, j'avais des fois parfois du mal à contenir mon émotion parce que, je le dis, le film, il montre le Gaza d'avant, c'est-à-dire ce territoire où au mépris du droit international, Israël s'arroge le droit d'enfermer depuis 17 ans 2,3 millions de personnes en violant toutes les règles de droit international. Et moi, ce qui m'intéressait de faire au travers de ce film, c'est, vous l'avez justement dit dans la présentation, c'était de rendre leur humanité aux Gazaouis. Et comme le dit une des intervenantes du film, parce que les Gazaouis, c'est juste un peuple normal, mais qui vit dans un environnement totalement anormal. Et ce que je voulais montrer au travers de Yalla Gaza, c'était cette humanité qui dégage de ce peuple, cette résilience, ces sourires, cette créativité qui est assez incroyable dans cette société gazaoui, et ce maillage associatif qui faisait que Gaza, et je suis obligé de parler au passé, Gaza tenait debout, la société tenait debout. Avec le Hamas ou malgré le Hamas, on peut en parler des heures et des heures, mais en tout cas, la société tenait debout. Et malgré aussi le manque de tout, puisque les produits rentrent ou sortent au bon vouloir, rentraient ou sortaient au bon vouloir de l'occupant israélien, et ben malgré tout ça, les infrastructures étaient là, elles étaient présentes, les hôpitaux fonctionnaient, les universités fonctionnaient, les écoles fonctionnaient, et c'était assez incroyable, quoi. Donc, c'est tout ça que je voulais montrer dans Yala Gaza, vraiment avec l'objectif, comme je le répète, de rendre leur humanité aux Gazaouis, parce que, comme vous l'avez dit, ils sont sans cesse déshumanisés. Mais même déjà avant le 7 octobre, les médias, notamment en France, bon, je parle de ce que je connais, c'est incroyable la façon dont on parlait de Gaza, et moi, c'était modestement à mon petit niveau de tenter de rétablir des vérités. Depuis le 7 octobre, Roland, comment vous avez senti l'acharnement contre les Gazaouis?
euh, ce discours de diabolisation, je m'excuse, lorsque je vois dans des plateaux de télé français, par exemple, on traite les Gazaouis comme des animaux, on justifie les massacres en masse contre les Gazaouis, soi-disant sont des serviteurs de Hamas, sont des serviteurs de djihad de Hamas. Lorsqu'on voit, par exemple, les mots prononcés par un ancien un président de la République, la France d'honneur, de leçons, de droits de l'homme, etc., lorsque François Hollande parle de l'obligation de faire la différence entre victime juive et victime gazaoui, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on voit, par exemple, une avocate française s'acharne sur la population gazaoui, sur la frontière, etc. Et comment ça a été, et vous avez ressenti ça, Roland? Écoutez, moi, après le 7 octobre, c'est absolument incroyable la façon dont les médias en France ont relaté l'événement. Alors aujourd'hui, ça s'est un tout petit peu calmé parce qu'évidemment, on va arriver à 40 000 morts. Donc là, on peut quand même, on est quand même, ils sont un peu obligés d'avoir un tout petit peu, faire varier un tout petit peu leur discours. Mais en tout cas, les jours qu'on suivi l'attaque du 7 octobre, c'était absolument impossible de contextualiser la situation de Gaza. Je ne dis pas de justifier de ce qu'a fait le Hamas, mais en tout cas de contextualiser, expliquer que Gaza, c'était une cocotte minute qu'on avait posée sur un feu et qu'on avait oublié et que ça a explosé. Bah oui, hein, quand on est enfermé, quand on manque de tout et que on nous, enfin, on nous maltraite, je veux dire, c'est assez normal qu'on veuille résister. Alors, moi, j'ai pas à juger parce que c'est facile dans notre confort bourgeois français de porter des jugements sur la façon dont il faut résister et je me garderai bien de le faire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, moi, enfin, c'est absolument incroyable que les dirigeants français ont laissé dire les choses horribles qui ont été dites par les dirigeants israéliens. On va faire la guerre à des animaux. Mais c'est intolérable à entendre. On va renvoyer Gaza à l'âge de pierre, mais c'est insupportable. Je veux dire, les Palestiniens, ils diraient le centième de ça à l'égard des Juifs israéliens, mais tout le monde leur tomberait dessus. Donc moi, je suis très en colère de la façon et du traitement médiatique, notamment dans les médias français. Et d'ailleurs, ça me permet de rajouter un peu, tourné en Belgique il y a 3 semaines. J'ai été interviewé par les RTBF et c'est un tout autre discours. On m'a laissé parler. La première question quand je suis arrivé sur le plateau, ça n'a pas été de me demander est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas? Non, on m'a laissé contextualiser, je le répète, pas justifier ce qu'a fait le Hamas, mais en tout cas contextualiser la situation, parce que si on n'accepte pas de recevoir les explications de contextualisation, si on refuse l'explication de 17 ans d'enfermement, on ne peut pas imaginer une seule seconde, mais la frustration que doit avoir ce peuple palestinien de Gaza complètement enfermé, je veux dire, c'est normal qu'il résiste. D'abord, c'est un droit fondamental reconnu par les Nations Unies. Et, euh, et donc, ouais, moi, ma colère, elle était surtout à l'égard des médias français. Et d'ailleurs, j'ai refusé d'aller sur le plateau de BFM TV, pourtant j'ai été invité, parce que je savais pertinemment que je tombais dans un piège. On ne peut pas expliquer la situation. Il y a une espèce de non-dit, et notamment en France, qui est absolument incroyable à l'égard de Palestine-Israël. L'impunité totale dont bénéficie Israël est un scandale absolu, un scandale absolu. 17 ans d'enfermement, la violation de tous les textes de droit international, 75 ans d'occupation. Je veux dire, stop, ça suffit. Ce qui se passe en ce moment, c'est un génocide, ça n'a pas d'autre mot. Moi, j'en ai marre, j'ai pas envie d'employer d'autres mots. Les mots justes, c'est ça. Quand on enferme la population, qu'on leur demande de se réunir dans un côté du territoire, qu'on les empêche de sortir, qu'on entrave l'aide humanitaire, ça s'appelle un génocide, ça n'a pas d'autre mot. Donc j'espère de tout cœur que la Cour pénale internationale et tous les organes juridiques du monde vont aller au bout des démarches pour condamner cet État voyou qui s'appelle Israël et qui s'autorise tous les droits. Stop, ça suffit. Il faut qu'on inverse la tendance. Avec cette campagne, je m'excuse,
étatique, officielle, institutionnalisée, surtout en France, d'acharnement contre les activistes pro-palestiniens, d'acharnement contre tout acte de dénonciation de ces massacres contre la population palestinienne. Est-ce que vous avez subi l'interdiction, l'étiquetage, soi-disant, lorsqu'on traite quelque chose pro-palestinien ou pro-gazaoui, vous êtes automatiquement dans des contextes, etc., étiqueté antisémite, antisémite. Vous connaissez cette symphonie de détectage. Est-ce que vous étiez exposé à ça ou non? Bah oui, alors, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais justement, il y a des séquences du film qui racontent que, parce que moi, je voulais absolument expliquer que l'antisémitisme, c'est un délit. L'antisionisme, c'est une opinion. Et la propagande israélienne, relayée par des grands médias français, sont sans cesse dans la confusion, veulent introduire cette confusion. Oui, on a le droit de critiquer la politique israélienne, et c'est pas pour autant qu'on est antisémite. J'ai le droit de critiquer la politique de Poutine, ça ne fait pas de moi un russophobe. J'ai le droit de critiquer la politique américaine, ça ne fait pas de moi un anti-américain. Donc, ça serait incroyable de comprendre que Israël est le seul pays au monde dont on n'a pas le droit de critiquer la politique. Alors bien sûr, la taxation de dire qu'on est antisémite quand on critique la politique israélienne, elle est présente dans tous les médias, mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut rester très fort sur les termes, il faut employer les mots justes. Et alors bon, bien sûr, on a en France un grand député démocratique qui s'appelle Éric Ciotti, qui a voulu faire interdire le film. Bon, il n'a pas réussi. Il n'a même pas vu le film d'ailleurs, parce que je mets au défi de voir dans mon film un appel à la haine. Au contraire, c'est un appel à Qui a rendu, l'humanité. permettez-moi, Roland, qui a rendu une visite sur terrain pour soutenir, pour encourager l'armée israélienne à côté de la présidente de l'Assemblée générale pour continuer, pour justifier le massacre contre les enfants, pour le droit à la mémoire, oui. Bien sûr, quand Madame la présidente de l'Assemblée nationale, quelques jours après le début des opérations israéliennes, s'est rendue en Israël avec un certain nombre de députés français que moi je qualifie presque à la limite d'escrocs, pour soutenir l'armée israélienne et ses opérations, personnellement, je trouve ça scandaleux. C'est un scandale. Elle n'avait pas le mandat pour le faire. Et je condamne fermement cette position française vis-à-vis du soutien qu'ils ont d'une façon inconditionnelle à la politique israélienne. C'est contraire aux valeurs que la France défend. Et là, c'est moi qui vais quand même un peu à l'étranger avec mon film. Le regard qu'ont maintenant les étrangers par rapport à la France, mais là, on s'est déconsidéré pendant des années et des années. La France qui continue de donner des leçons au monde entier sur les droits de l'homme, qui se dit la patrie des droits de l'homme, la patrie des Lumières, pardonnez-moi, mais il fait de plus en plus sombre dans la patrie des Lumières. Et je suis très en colère par rapport à la politique étrangère française, qui est un pur scandale, parce que je rappelle que les textes de droit international, ce sont les mêmes, textes appliqués à la Russie de Poutine qui envahit l'Ukraine et à Israël qui, depuis 75 ans, méprise les droits des Palestiniens. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Si on prend des sanctions contre Poutine à juste titre parce qu'il a envahi l'Ukraine, ça fait très longtemps qu'on aurait dû prendre des sanctions à l'égard d'Israël et en fonction des agressions sans cesse répétées sur le peuple palestinien. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. C'est pour ça que je dis que la France est déconsidérée aux yeux du monde et on va avoir du mal à remonter la pente. Ma dernière question, Ronan Nuri, est-ce que vous pensez que Gaza 2023 est venu pour renverser quelque chose, renverser le pouvoir de la propagande classique, de la propagande médiatique classique, des mensonges médiatiques qui ont été utilisés avec la guerre de l'Irak, la guerre de Syrie, la guerre d'Afghanistan, etc. Seulement avec des images des amateurs, des citoyens, des victimes, parfois même des images enregistrées même par les soldats israéliens
la communauté internationale a pu connaître la réalité, malgré la propagande, malgré les lobbies, le lobby de commodes médiatiques, etc. Gaza 2023 a pu renverser tout ça. Vous voulez dire mon film, par rapport à mon film? En général, et surtout avec votre film, parce que vous étiez empêché d'aller à Gaza, vous avez travaillé avec des moyens de bord, avec des citoyens, avec des activistes sur terrain, etc. Ça bouleverse les règles de pouvoir. Hein. Oui, alors en plus, c'est terrible à dire, mais on vit un génocide en direct. Parce que comme vous le faites justement remarquer, moi je reçois je reçois 10, 20 vidéos tournées au téléphone par WhatsApp, mais c'est l'horreur absolue. Je reçois des couches d'horreur sans cesse, de plus en plus dramatiques et terribles à regarder. Et d'ailleurs, dans mon entourage, souvent on me dit: «Non mais Roland, arrête de nous envoyer ça, on peut plus regarder tellement c'est terrible». Ce que je veux dire, c'est que ce génocide, on le vit en direct. On peut pas dire: «On ne savait pas». Bien sûr qu'on sait, mais bien sûr que les Occidentaux, l'Europe, les États-Unis ont une part de responsabilité énorme de laisser faire ça. C'est absolument incroyable qu'on laisse massacrer ce peuple et comme je le disais précédemment, on a perdu toutes nos valeurs dans cette affaire. Là, on est déconsidéré pendant des années. Je ne sais pas comment on va modifier ça. Moi, j'appelle évidemment à un cessez-le-feu immédiat. Il faut absolument que l'aide humanitaire rentre massivement parce que quand moi, je reçois des vidéos, je vois les activistes juifs sionistes qui empêchent l'aide humanitaire de pénétrer à Gaza. Mais comment on peut laisser faire ça? Mais Et il pêche et qui vole c'est aussi. Qui absolument vole. incroyable, quoi. Oui, oui. Et donc, ben oui, on vit un génocide en direct. Moi, j'attends tous les matins quand je me réveille, je vais écouter les infos et je me dis, bon, la France va quand même prendre une position. On va appeler l'ambassadeur israélien. On va rompre tous les liens qu'on a avec cet État voyou. Non, 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 tout passe. On continue comme si de rien n'était. Et on continue de nous parler de l'Ukraine, de la Russie, du viol du droit international par Poutine. Mais là, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Mais comment ça se fait qu'on ne bouge pas? Et d'ailleurs, ça m'amène aussi à une réflexion sur l'emploi du mot terroriste. Vous voyez, je dis souvent, j'ai une anecdote que je dis souvent dans les débats. J'avais un oncle qui est rentré en résistance à 17 ans contre l'occupation nazie et il a été arrêté par la police française de collaboration. Il a été envoyé dans les camps, il a été torturé. Heureusement, il en est revenu. Mais mon cousin, son fils, a retrouvé sa fiche de police aux archives départementales. Et dans la fiche de police, il y avait son numéro, son nom, Murier Roger, son activité terroriste. Donc, moi, j'en ai marre des mots qui sont employés à tort et à travers. Les Palestiniens résistent comme ils peuvent. Alors, évidemment, nous, en Europe, en Occident, on aime bien la résistance non violente. OK, moi, je suis d'accord. Et ce que je fais remarquer souvent dans les débats, c'est que quand les Palestiniens résistent d'une façon violente, on a vu ce qui est en train de se passer, ils sont réprimés, mais avec la pire des violences par l'armée israélienne. Et quand ils résistent d'une façon non violente, par exemple les séquences des marches du retour qui sont dans Yala Gaza, ils sont réprimés avec la même violence. Lors des marches du retour, 2018, 2019, 2020, l'armée israélienne a fait des centaines et des centaines d'handicapés à vie parce que la stratégie, c'était de tirer dans les genoux et assassiner des centaines et des centaines de Palestiniens. Donc, je veux dire, il faut que le public comprenne. Le projet israélien, c'est de faire disparaître les Palestiniens. Ça n'est pas d'autre objectif et d'ailleurs, ils ne s'en cachent plus aujourd'hui. Les dirigeants israéliens, mais ça passe devant les médias, disent mais oui, il faut qu'ils s'en aillent, les Palestiniens. On n'en veut plus, quoi. Alors aujourd'hui, on s'occupe de Gaza et là, en parallèle, on s'occupe de la Cisjordanie et on va aussi faire disparaître les Palestiniens de Cisjordanie si la communauté internationale, donc ce qui veut dire les Occidentaux, l'Europe, les États-Unis, ne réagissent pas, on va vers une Nakba, mais qui va aller au bout de ses objectifs finaux. Donc, stop, il faut vraiment que ça s'arrête, il faut que le monde entier se lève pour faire arrêter ce génocide.
Merci beaucoup. Roland, est-ce que vous pouvez nous préciser les prochaines dates de projection en Suisse ou en France? Nous, on vous invite le 25 juin en collaboration avec l'Institut du monde arabe à Genève pour une projection qui aura lieu l'Université ouvrière de Genève le 25 juin, c'est un samedi. Et pour les prochaines projections, Alors, en fait, en Suisse, je vais être au CDD, au cinéma CDD de Genève à 19 h le mardi 19 mars. Ensuite, je vais être le mercredi 20 au cinéma de Lausanne à 19 h également. Le jeudi 21, je vais être au cinéma Minimum de Neuchâtel également à 19 h. Et je finirai la petite tournée pour Antruy, c'est dans le Jura suisse, à 20 h dans un petit cinéma. Et effectivement, bah, le film continue sa vie en pour la France. France, pour la France, les prochaines dates, Oh là là, mais c'est que j'en ai plein. Donc le mieux, c'est, permettez-moi de vous tant dire, mieux. c'est d'aller voir la page Facebook du film. Elle est tournée, elle est régulièrement mise à jour. La page On le Facebook du met, film, on le met, on va le mettre en bas ouais, bas et de la parce que le film description. a la page Facebook, a une page Facebook et aussi une page Instagram qui est mise à jour régulièrement parce que j'ai des dates. Vous voyez, au moment où on se parle, il y a environ 25 à 30 cinémas qui l'ont programmé dans les semaines à venir. Où je ne suis pas systématiquement en accompagnement, mais souvent en accompagnement. Là, après, je vais partir dans le département du Gard. Après, je vais être dans le sud-ouest et je vais avoir l'immense plaisir d'être rejoint pour une partie des dates par mon ami Yad Alastal, le chef opérateur à Gaza, qui a réussi à sortir de cet enfer, qui va venir animer des débats et apporter son témoignage à quelques dates, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir, mon cher ami Roland Murier, à la prochaine rencontre en présentiel en Suisse et avec notre plateforme le 25 juin. Merci infiniment et bonne continuation. Merci à vous. Merci Au à vous. Au revoir. revoir.